Ladies and gentlemen, it is a distinct honor and a pleasure for me and also the Institute for Cultural Diplomacy to have the chance to welcome here today His Excellency, Minister Laurent Kavakure. Distinguished guests, Your Excellencies, we have many prominent members in the audience, some of our young leaders, some of the members of the African diaspora, and also friends of the Institute for Cultural Diplomacy. Welcome to you all. Thank you very much for having come for a very important occasion. Not only is today important, because we have the chance to have the Minister of Foreign Affairs of Burundi here. Secondly, the theme of today's lecture is very, very important to the ICD. Many of you may be familiar with the past of cultural diplomacy, which was very much concerned with presenting a positive image of a country, persuasion, propaganda, so to speak. The issue we're going to be dealing with today is one I consider of vital importance for the future of cultural diplomacy, in particular, reconciliation. In the sense, what does one do when there are two groups that maybe don't want to work together, two groups that are in conflict? Is there something also there that culture and cultural diplomacy can do to assist, to educate, enhance, and sustain with the ultimate goal of bringing understanding and trust? So in that sense, it's really a special honor to have someone of such high caliber as the Minister of Foreign Affairs, Minister Kavakure, here with us to discuss this vital issue of reconciliation. This is very important. Also, as many of you know, the ICD has also a special initiative on human rights, where we are also working in particular with the issue of genocide and how one can also try to find a fast-track solution ultimately to actually allow what was decided in 1951 with the Genocide Convention to actually be implemented. So for many reasons, today's topic is very, very important to the Institute for our human rights programs and, in my opinion, really for the future of cultural diplomacy. What I'd like to do now is say a few words of introduction about our partner based here in Berlin, His Excellency Ambassador Bakanamwo Anatole. I'm really grateful the last year, but even beyond that, I'd say the last 2 or 3 years to have a chance to partner with the embassy. In particular, since 2011, with Ambassador Anatole. It's really thanks to his hard work and also his staff that we were able to organize this today in partnership with the Embassy of Burundi. I thank you very much for giving us this opportunity also to host your minister while he's here. And I thank you also for the great partnership we've been able to develop over the last years. Just a few words about Ambassador Bakanamwo Anatole. He is currently the ambassador of Burundi to Germany, Austria, and the Vatican, however based here in Berlin. He's had this position until 2011, and before that he was a long-time diplomat for the Foreign Affairs Ministry of Burundi, having served in Brussels as well as other locations around the world. So I'd like to ask you to please come and say a few words of introduction about your minister in French. The lecture, as you know, will be in French as well, and we have, for those who don't speak French, an English text. So if you don't have one, feel free to signal my colleagues. We can give you a copy of the lecture also in English. But first of all, ladies and gentlemen, if you could please join me in giving a very, very sincere welcome to His Excellency, Ambassador Bakanamwo Anatole. Thank you. Excellence, Monsieur le Ministre de la Coopération Internationale, Laurent Kavakure, Monsieur le Directeur de l'Institut pour la Culture et la Diplomatie, Monsieur Marc Donfried, Excellence, Madame Ambassadeur du Rwanda en République d'Allemagne, Mesdames et Messieurs, chers amis du Burundi, bon après-midi. Nous nous réjouissons énormément et nous sommes très contents que l'Institut pour la culture et la diplomatie ait choisi ce moment d'un après-midi très agréable pour accueillir notre ministre des Relations extérieures afin qu'il puisse présenter un thème importantissime, Commission Vérité et Réconciliation dans le cadre de la justice transitionnelle. Thème qui a été développé depuis les accords d'Arusha de 2000. Le ministre de la Coopération internationale du Burundi n'est plus une personne à présenter. Il fut longtemps directeur des écoles au Burundi. Il a été très récemment ambassadeur du Burundi à Bruxelles et au niveau de l'Union européenne. Il a été aussi conseiller principal du président de la République du Burundi, son Excellence Pierre Nkurunziza, pour les questions politiques et diplomatiques. Et maintenant, donc, il est le patron de la diplomatie burundaise. Et je ne vais pas entrer en détail concernant le thème qu'il va nous présenter. Je lui laisse la parole.
Monsieur Marc Donofrid, directeur de la Fondation de l'Institut pour la culture et la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Burundi, c'est pour moi un plaisir de pouvoir m'adresser à vous sur un thème qui est d'actualité au Burundi et qui, dans ces années précédentes, a fait objet d'actualité dans plusieurs pays du monde. Aujourd'hui, il y a plus de 40 pays qui ont expérimenté ce que l'on appelle les mécanismes de justice transitionnelle. Ma communication s'intitule « Quelle commission vérité et réconciliation pour le Burundi ?» Avant la fin de cette année, Son Excellence le Président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, s'est engagé à mettre en place la commission Vérité et Réconciliation au Burundi. La commission Vérité et Réconciliation est l'un des mécanismes de justice de transition qui ont été convenus entre le gouvernement du Burundi et les Nations Unies. L'autre mécanisme étant le tribunal spécial pour le Burundi. Au Burundi comme ailleurs, les mécanismes de justice transitionnelle sont mis en place après une période de conflit ou de dictature accompagnée par des violations graves et massives des droits de l'homme. Les mécanismes de justice transitionnelle répondent à plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, il convient de citer justement la connaissance de la vérité sur ce qui s'est passé, la réparation et la réhabilitation des victimes, la réconciliation, la lutte contre l'impunité et les garanties de non-répétition dans le futur. Il est important de préciser qu'en dépit de nombreuses situations où ces mécanismes de justice transitionnelle ont été expérimentés, je l'ai dit tout à l'heure, au total, plus d'une quarantaine aujourd'hui, il n'existe pas de modèle du genre prêt-à-porter. Chaque situation est à son sujet atypique. Et le cas du Burundi est singulièrement atypique et nécessite une commission vérité-réconciliation mûrement réfléchie pour éviter tout retour en arrière. Dans la présentation qui suit, je vais mettre l'accent sur divers éléments qui montrent la spécificité burundaise. Dans un premier temps, je vais montrer les étapes déjà franchies depuis l'accord de paix d'Arusha de 2000. Dans un deuxième temps, je vais centrer ma réflexion sur certaines avancées significatives dans la voie de la réconciliation et qui de ce fait seront à tenir compte. Enfin, compte tenu de ces précédentes indications, je vais proposer, d'après ma propre compréhension, les missions majeures à assigner à la à l'imminente commission Vérité et Réconciliation au Burundi. Tout d'abord, une brève historique. Depuis la veille de l'indépendance, le Burundi a connu des violations graves et continues des droits de l'homme. Le 1er juillet 1962, l'indépendance a été proclamée dans un climat encore profondément marqué par l'assassinat du prince Louis Rwagasore le 13 octobre 1961 et les assassinats de plusieurs leaders syndicalistes chrétiens à Kamenge
en janvier 1962. Donc déjà à l'indépendance, le climat était déjà morose. Durant la période post-coloniale, des crises récurrentes ont plongé le pays dans la désolation. Les années 1965, 1969, 1971, 1972-73, 1988, 1991 et de 1993 à 2008 ont été particulièrement sombres. Les auteurs des violations des droits de l'homme sont restés impunis. La vérité a été occultée et les victimes vivent toujours des frustrations. Pour aborder ce passé sombre, il s'est avéré indispensable de proposer la mise en place de mécanismes de justice transitionnelle. Dans ce processus, il est important de mentionner les étapes suivantes. L'accord de paix d'Arusha du 28 août 2000. Cet accord a été conclu pour mettre fin à la longue guerre civile déclenchée au lendemain du coup d'État perpétré le 21 octobre 1993 contre les institutions démocratiquement élues. Cet accord préconise la mise en place d'un triple mécanisme, à savoir la mise en place d'une commission d'enquête judiciaire internationale, l'établissement d'un tribunal pénal international, la création d'une commission nationale pour la vérité et la réconciliation. Ça, c'est la première étape que je voulais mentionner. La deuxième étape est constituée par ce que nous appelons la mission Kalomo. Dans les négociations entre le gouvernement et les Nations Unies qui ont suivi pour la mise en place de l'accord d'Arusha, il a été décidé l'envoi d'une mission d'évaluation au Burundi qui était présidée par M. Kalomo, qui était sous-secrétaire général aux affaires politiques des Nations Unies à l'époque. En juin 2005, si vous suivez la chronologie, c'est 5 ans après la signature d'Arusha, l'option a été de mettre en place un double mécanisme composé d'un mécanisme non judiciaire sous forme d'une commission vérité et réconciliation et d'un mécanisme judiciaire sous forme de tribunal spécial pour le Burundi. Une troisième étape a été constituée par ce que nous appelons au Burundi le comité de pilotage tripartite. En mars 2007, un autre pas a été franchi dans les négociations entre le Burundi et les Nations Unies. Un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'organiser préalablement des consultations nationales et d'en confier la conception et la mise en œuvre à un comité de pilotage tripartite composé par des représentants du gouvernement, de la société civile et des Nations Unies. Ces consultations ont été organisées de juillet à décembre 2009 au Burundi et à la mi-mars 2010 pour les Burundais vivant en Afrique de l'Est et en Europe. Au total, environ 4800 Burundais ont servi d'échantillon pour répondre au questionnaire. Le rapport a été remis au président de la République le 8 décembre 2010. Le comité technique chargé de la préparation de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle au Burundi. C'est pour moi la quatrième étape.
Le rapport sur les consultations nationales avait recommandé que le gouvernement et les Nations Unies reprennent les discussions afin de mettre en place de manière effective les mécanismes de justice transitionnelle. Les deux délégations, ici j'en faisais partie, nous nous sommes rencontrés en mai 2011 à Genève. Les échanges ont porté sur l'agenda, à commencer par la sévère. Il était entendu qu'au mois de janvier de cette année, le gouvernement du Burundi mette en place le premier mécanisme, à savoir la commission Vérité et Réconciliation, quitte à mettre en place beaucoup plus tard le deuxième mécanisme, à savoir le tribunal spécial pour le Burundi. Mais nous avons convenu que la mise en place de la commission Vérité et Réconciliation serait précédée par la mise en place d'un comité technique de préparation. On ne voulait pas faire les choses au hasard. Et ce comité technique que j'ai eu le privilège de présider a remis au président de la République son rapport en octobre 2011. Mais il avait été convenu aussi que ce rapport fasse l'objet de larges consultations avec les différentes forces politiques et sociales du pays, avec les différents partenaires. Et au moment où je suis en train de faire cette présentation, ces consultations ont eu lieu et ont atteint toutes les couches de la population. L'avant-projet de loi que nous avions élaboré est en train de subir des adaptations qui tiennent compte des résultats de ces consultations qui ont été organisées par le gouvernement. L'étape suivante sera l'analyse de ce projet de loi par le gouvernement avant de passer l'étape de l'Assemblée nationale, du Sénat et enfin de la promulgation. Nous estimons donc que cette année, nous pourrons mettre en place cette commission Vérité et Réconciliation au Burundi. Mais je dois quand même avertir qu'en dépit du retard mis dans la mise en place de ce mécanisme, il y a eu des avancées significatives dans la voie de la réconciliation au Burundi. Maintenant, le Burundi est un pays paisible, avec des institutions démocratiques, où il fait bon vivre. Contrairement à certaines expériences vécues ailleurs, la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle au Burundi n'a pas suivi, je viens de le développer, le calendrier initialement convenu. Ces mécanismes devaient être mis en place quelques mois seulement après la signature de l'accord d'Arusha de 2000, durant la période de transition. Cela n'a donc pas été possible parce que les belligérants n'avaient pas encore signé cet accord politique et, comme vous le savez, la guerre se poursuivait. L'accord global de cessez-le-feu a été signé en novembre 2003 entre le gouvernement de transition et le mouvement armé du Conseil national de défense de la démocratie, Force de défense de la démocratie, le CNDD-FDD, et cet accord stipulait que cet accord de cessez-le-feu ferait partie intégrante de l'accord d'Arusha. L'autre accord global de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 entre le gouvernement et le Paripeutu FNL, lequel accord sera définitif le 4 décembre 2008, soit
8 ans après la signature de l'accord d'Arusha. Du point de vue même du principe, on ne pouvait pas mettre en place ces mécanismes de justice transitionnelle tant que la guerre se poursuivait. Et l'accord de cessez-le-feu définitif avec le Paripeutu, FNL, a été conclu le 4 décembre 2008. Depuis ces 12 années qui nous séparent de la signature de l'accord d'Arusha, un long chemin a été parcouru sur la voie de la réconciliation. Nous pouvons ici citer quelques jalons qui montrent que le modèle burundais est unique en son genre. Certains ont parlé même de miracle, tellement le cas du Burundi est atypique. Je vais vous donner ces quelques éléments qui ont étonné et qui étonnent encore plus d'un. D'abord, il y a eu la formation d'une nouvelle armée et d'une nouvelle police nationale intégrant les différentes forces combattantes de l'armée gouvernementale et des membres issus de plusieurs rébellions. Ce fut une grande réussite et certains diront que c'est un miracle qui s'est produit parce qu'à première vue, personne n'y croyait. Il fallait voir la réticence des étrangers qui pensaient que cela ne pouvait pas être possible, mais les Burundais ont mis ensemble leurs ressources et ont pu démarrer ce processus d'intégration, au départ sans présence étrangère. Aujourd'hui, nos forces de défense et de sécurité jouissent d'une renommée internationale, cela vous le savez, et sont sollicitées au niveau des opérations de maintien de la paix dans plusieurs pays, comme le Soudan et surtout la Somalie, où nous avons le plus fort contingent, la Côte d'Ivoire au niveau de la police, Haïti, et même aujourd'hui en Syrie, parmi les observateurs internationaux, des Burundais figurent dans ce groupe des observateurs internationaux. Ensuite, il y a eu la consolidation de notre modèle démocratique. Nous sommes un pays à dimension limitée. Je ne peux pas dire un petit pays, mais nous avons plusieurs dizaines de partis politiques. 2 séries d'élections démocratiques ont déjà été organisées avec succès et dans la transparence la plus totale. La société burundaise a tous les ingrédients d'un système démocratique avancé si l'on se réfère au dynamisme de la société civile et au respect des libertés publiques, des libertés civiles. On peut citer en 3e position le retour des centaines de milliers de réfugiés, leur accueil et leur réinsertion socio-professionnelle. Le mouvement a été massif et les problèmes liés à la terre et à la récupération des biens sont généralement réglés à l'amiable par la commission terre et autres biens. Le Burundi était jadis classé parmi les grands producteurs de réfugiés et maintenant, à part quelques poches résiduelles, le Burundi n'a pas de réfugiés, alors qu'il y a quelques années, c'était par des centaines de milliers. Enfin, et sans être exhaustif, nous pouvons citer, pour le cas du Burundi, le modèle de cohabitation ethnique. Dans un monde qui connaît souvent des déchirements à caractère ethnique, nous réussissons à créer une harmonie entre les différentes composantes ethniques de notre société. La question a été abordée sans tabou et le phénomène d'exclusion est en phase de complète éradication. La société burundaise, dans toutes ses composantes, s'attelle le mieux qu'elle peut au développement du pays.
Et enfin, la question centrale, quelle est la commission vérité et réconciliation pour le Burundi? Le comité technique chargé de la préparation de la mise en place de la commission vérité et réconciliation, que j'avais l'honneur de présider, comme je vous l'ai dit, a élaboré un avant-projet de loi comportant 11 chapitres assez classiques: définition, établissement, mandat, composition, organisation et fonctionnement, ressources, procédures, gestion des archives, mécanismes de suivi, rapport final, disposition finale, c'est classique. Mais cet avant-projet de loi, qui a été rendu public et fait objet de larges consultations, va certainement subir des adaptations pour tenir compte des préoccupations, des réactions et des inquiétudes que les différents partenaires ont exprimées. Cependant, au niveau du comité technique, nous avons donné plusieurs indications qui continuent de servir de base pour le travail qui est en train de se faire. D'abord, au niveau de la nature de la commission. La commission, cela a été dit, n'aura pas de pouvoir judiciaire. Elle sera une institution indépendante de tout pouvoir et neutre dans son fonctionnement. C'est classique, elle aura un mandat de 2 ans, pouvant être prorogé pour une période de 6 mois. Nous avons une préoccupation au Burundi, parce que les prochaines élections, c'est en 2010, et il ne faudrait pas que ces deux processus se chevauchent. C'est pourquoi nous devons organiser correctement les choses. Vous le savez, au Burundi, comme ailleurs, la période des élections est une période de vives émotions. Il ne faudrait pas que ces émotions liées aux élections et à la vérité et à la réconciliation puissent se chevaucher. Dans l'accomplissement de son mandat, la Commission sera guidée par le souci d'établissement de la vérité, de la réconciliation nationale et du rétablissement de la dignité des victimes dans le respect des normes internationales contre l'impunité. Il va sans dire, nous sommes rendus suffisamment attentifs à cet aspect que les crimes internationaux, comme les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les crimes contre le droit international. Maintenant, on ajoute les crimes de violence sexuelle et les crimes d'utilisation des enfants soldats dans les conflits. Ces crimes sont, sur le plan international, inamnistiables et nous sommes attentifs aussi à cet aspect. Maintenant, les missions. Nous avons inventorié une série de trois missions principales. Enquêter et établir la vérité sur les violations graves des droits de l'homme, du droit international humanitaire, commises durant la période allant de la date de l'indépendance, le 1er juillet 1962, au 4 décembre 2008, date de la fin de la belligérance. C'est vraiment une longue période, comptez les années. C'est un travail titanesque qui devra être réalisé. Deuxième mission, qualifier toutes les violations indiquées précédemment à l'article précédent, mais tout en précisant que la qualification établie par la Commission Vérité et Réconciliation sera indicative et ne pourra lier les instances judiciaires. On pourra même être plus précis et dire que la Commission Vérité et Réconciliation n'aura pas la compétence de qualifier les crimes internationaux. Troisième mission publiée, cela va de soi, publier la liste des personnes disparues, assassinées,
et celle des victimes et des témoins qui l'acceptent, selon les cas et en respectant le principe de la présomption d'innocence, publier les noms des présumés auteurs, la liste des personnes, autant burundaises qu'étrangères, qui sont distinguées dans la protection des vies humaines pendant les différentes crises. Il va sans dire que ces exemples, partout, on les relève et on procède à des décorations. La liste des victimes qui ont accordé le pardon, ainsi que celle des auteurs ayant bénéficié du pardon, sans toutefois porter préjudice au travail du tribunal spécial. Et enfin, il y aura des recommandations. Elle va recommander des poursuites pénales. Elle va recommander un programme de réparation comportant à la fois des mesures individuelles et collectives, tant matérielles que morales et symboliques. Cela va de soi. La reconnaissance des victimes, la reconnaissance du statut de victime avec des gestes symboliques, la mise en place d'un programme d'action visant à promouvoir le pardon et la réconciliation. C'est la question qui m'était posée tout à l'heure. Ici, on va exploiter les canaux culturels, l'érection sur des sites identifiés de monuments de la réconciliation et de la mémoire au niveau national, provincial et local, et recommander aussi les réformes des institutions pour garantir la non-répétition des événements du passé, afin de bâtir une société burundaise juste et démocratique. Et enfin, la 5e grande mission, c'est aussi fondamental, contribuer, notamment par une recherche documentaire, à la réécriture de l'histoire du Burundi pendant la période couverte par le mandat, afin de permettre aux Burundais d'avoir une version largement partagée et acceptée des événements. Nous ne disons pas une version commune ou une même version. Cela n'est peut-être pas possible, mais une version largement partagée et acceptée des événements. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes lisent les pages de notre histoire nationale avec des lunettes partisanes. Au niveau des pouvoirs de la commission aura le pouvoir de convoquer et d'écouter toute personne et d'exploiter tout témoignage. Elle pourra accéder aux archives, documents, rapports et autres informations détenues par les personnes publiques ou privées, tant nationales qu'internationales. Personne ne pourra se prévaloir de sa fonction, de ses privilèges et immunités, de l'amnistie ou de la prescription de tout autre motif pour refuser de collaborer avec la commission. Maintenant, la composition, et c'est ici que nous avons donné au niveau du comité technique une indication qui tend à être définitive. La commission est une institution indépendante, neutre dans son fonctionnement et crédible aux yeux de la population. Elle doit être représentative et inclusive. Sa composition doit tenir compte des équilibres politiques, ethniques, régionaux et du genre. La commission, c'est la proposition du comité, comprendra 11 membres de nationalité burundaise qui portent le titre de commissaire. Les commissaires seront des personnalités reconnues pour leur probité, leur intégrité, leurs compétences techniques, leur capacité à transcender les clivages de toute nature. Ici, il y a un débat qui n'est pas encore clôturé parce qu'il y a encore beaucoup de Burundais qui préconisent la mise en place d'une commission à composition mixte. Donc, comprenant des Burundais et des étrangers. Quelquefois aussi, certains préconisent la composition d'une commission, c'est le cas des Nations Unies, où la sphère politique serait moins représentée.
c'est une question qui est débattue avec beaucoup de passion. Mais nous avons proposé que la commission soit composée exclusivement des Burundais, choisis après une large consultation entre le gouvernement, les partis politiques, parlementaires et extra-parlementaires, les confessions religieuses, la société civile et les divers milieux sociaux professionnels, tout en admettant des candidatures individuelles. Les membres de la commission seront nommés par le président de la République après approbation par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Ici aussi, vous entendrez des propositions dans le sens de mettre en place des comités de sélection tripartite, etc. Mais ici, je pense que ce sont ces institutions nationales démocratiquement mises en place qui seront concernées par ce travail-là. Nous avons proposé la création d'un conseil consultatif international, comme cela a été le cas en Colombie. Et je vais vous dire que nous avons pratiquement étudié toutes les expériences qui ont été réalisées dans le monde, avec un long séjour en Afrique du Sud, avec un séjour au Rwanda, avec un séjour au Togo, où il y avait une commission nationale vérité et réconciliation en cours de travail. Et nous avons proposé qu'il y ait un conseil consultatif international plutôt qu'une commission vérité et réconciliation mixte composée de Burundais et d'étrangers. La commission sera assistée d'un conseil consultatif international composé de hautes personnalités qui jouissent d'une grande autorité morale. Le conseil apportera un soutien éthique ainsi que des conseils et recommandations qui vont renforcer la commission dans l'accomplissement de ses missions. Il va appuyer la commission dans le développement des réseaux de relations. Il agira en facilitateur, etc. Et les modalités de mise en place de ce conseil seront convenues entre le gouvernement et ses partenaires internationaux. Dans ce genre de commission, on met un accent particulier sur la protection des victimes et des témoins. La commission devra établir et mettre en œuvre un programme de protection des victimes et des témoins, ainsi que les membres de leur famille dont la sécurité peut être mise en danger en raison de leur participation à ce processus. Les victimes et les témoins doivent notamment avoir accès à des conseils et à un soutien psychologique et juridique tout au long de ce processus. Je tire vers la fin. Nous avons aussi fait des recommandations sur la gestion des archives qui constituent un patrimoine de l'État et qui seront vitales pour la nation. Et durant son mandat, les documents de la commission seront gérés de manière professionnelle, sécurisés dans un service d'archives selon les standards professionnels en la matière. Nous avons prévu un mécanisme de suivi, c'est très important pour que les recommandations soient mises en place, et recommander aussi que le rapport final soit largement diffusé, qu'il y ait une version simplifiée, pédagogique, à même d'être consultée par le grand public, et d'être enseigné, et d'être diffusé, dans nos écoles. Nous avons recommandé, et cela est une stratégie internationalement reconnue, la stratégie de communication, de manière à rendre le processus participatif avant, pendant et après. La sensibilisation devra se faire à travers les médias et hors médias afin de renforcer l'impact visuel du processus. Et c'est aussi
très important, j'allais dire à la mode, ça ne serait pas tout à fait correct, que la commission Vérité et Réconciliation devra accorder une attention particulière à la dimension genre à travers chaque étape du processus. Cela a été expérimenté. Les femmes doivent jouer un grand rôle dans ce processus et de par la maternité, il semblerait que les femmes ont une relation beaucoup plus axée sur l'avenir que les hommes et devront donc être sollicités pour jouer un rôle essentiel dans ce processus, n'est-ce pas, mesdames? En guise de conclusion, le Burundi constitue un cas unique en ce genre et les mécanismes de justice traditionnelle à mettre en place devront tenir compte de ces nombreuses spécificités pour réconcilier définitivement le peuple burundais avec lui-même et avec son histoire. Je vous remercie.